Bonjour et bienvenue dans ce tuto point de chute où tu te débrouilles pour remonter sur corde sans matériel spécifique à la remontée sur corde, sans le bloqueur mécanique quoi. Cette vidéo est le second chapitre sur le thème de la remontée sur corde et nous allons y décortiquer 4 configurations de remontée juste avec le matériel qu'on aurait normalement sur soi en escalade ou en canyon. Allez, c'est parti! Pour pouvoir suivre les manips qu'on va voir dans ce tuto, il faudrait que tu aies déjà vu le tuto sur les principes de base de la remontée sur corde et les 2 chapitres sur les nœuds autobloquants parce qu'on va vite passer sur les notions qui ont déjà été vues. Allez, on s'y met. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de remonter sur corde en mode débrouille? En canyon, le grand classique, c'est quand j'ai laissé le nœud de rabout et le 8 embuté chacun d'un côté du relais, et là, je peux plus râper ma corde. En escalade, le grand classique, c'est je descends rappel, j'ai merdé, genre j'ai raté le relais, je suis descendu trop bas, et je dois remonter. Ah non! Petite note, dans cet exemple de je descends puis je dois remonter, il y a une étape clé qui ne va pas être décrite dans cette vidéo parce qu'un focus sur la technique en question est prévu dans un autre tuto. Il s'agit des conversions descente-montée et montée-descente. Autrement dit, comment convertir en sécurité mon système de descente en rappel en système de remontée sur corde et vice versa. Alors comment je vais choisir ma méthode? Bon ok, je dois remonter sur corde uniquement avec le matériel que j'ai sur moi. Et comme d'habitude, on ne peut pas traiter dans une vidéo toutes les configurations possibles. L'idée c'est qu'avant de se lancer dans de la manip, je vais faire une petite analyse de la situation et du matos. J'ai déterminé que je peux effectivement remonter en sécurité sur la corde parce qu'elle est bien attachée là-haut ou qu'il n'y a pas de frottement majeur ou d'autres facteurs qui pourraient me mettre en danger pendant la remontée. Par exemple, si au moment de râper la corde, cette dernière s'est coincée à 20 mètres là-haut, pas moyen, je remonte pas là-dessus moi. 2. Je vais fouiller dans ma boîte à outils et voir quel bloqueur je peux avoir avec le matos que j'ai à dispo. Puis je vais en choisir 2 qui sont adaptés à la situation, corde à simple, corde à double, etc. et à mes connaissances, c'est-à-dire ce que je maîtrise le plus. Première configuration, plaquette autobloquante et ficellou. Alors normalement, un ficellou et un reverso avec ces 2 mousquetons de sécurité, c'est le matos qu'on a normalement tous sur nous en escalade. Cette configuration est la plus efficace de tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc les descendeurs du même type que le reverso font tous partie de la même famille, celle des plaquettes autobloquantes. Et dans ce tuto, on va jongler avec les termes reverso, plaquette, plaquette autobloquante pour désigner les mêmes outils. Voilà, ne t'en fais pas si on parle du même bidule avec des noms différents. Alors les plaquettes autobloquantes sont prévues pour une utilisation au relais, en grande voie, sur corde à simple ou en double. Et dans cette configuration, le reverso devient autobloquant. C'est-à-dire qu'au relais, au fur et à mesure que le second grimpe, je vais pouvoir ravaler le mou. Et si jamais il chute ou qu'il marque une pause, dans ce sens, la corde est automatiquement bloquée. Et c'est cette particularité que nous allons exploiter pour remonter sur corde. Dans cette première configuration, on aura donc comme bloqueur de poing un autobloquant fait avec le ficellou et un bloqueur ventral, le reverso. Dans un premier temps, je vais confectionner un autobloquant avec le ficellou. Puis je connecte un mousqueton de sécurité au ficellou. Le mousqueton, je le roule direct, je me lance dedans et je peux éclipper la pédale. Ensuite, pour installer le reverso en mode autobloquant, je vais installer comme pour une utilisation au relais, sauf qu'ici le relais sera en fait le point d'attache de mon harnais. Pour ça, je connecte un mousqueton de sécurité au reverso à la partie prévue par le fabricant pour l'utilisation au relais. En général, il s'agit d'un trou situé sur la face postérieure du corps de la plaquette. Puis je connecte et verrouille le mousqueton de sécurité au point d'attache de mon harnais. Et enfin, j'installe normalement la corde dans le reverso et je clippe un mousqueton de sécurité, comme quand je vais assurer quelqu'un. Sauf que le mousqueton connecté à la corde ne sera pas cette fois relié au harnais. Et je pense bien à verrouiller le mousqueton. Voilà, le reverso est en mode autobloquant. Normalement, la suite, tu la connais. Monte, pousse, ravale, monte, pousse, ravale, monte, pousse, ravale, monte, pousse, ravale, monte, pousse, ravale. Mais attends là, moi en canyon, je me trimballe pas avec un reverso. Alors c'est vrai qu'en canyon, on se trimballe pas vraiment avec un reverso planqué dans la combi. Même si c'est léger comme matos, on a déjà assez de bazar à trimballer et puis on a un autre outil qui fait très bien le job. En effet, on a une alternative avec l'utilisation du descendeur en 8 en mode autobloquant. C'est le 8 à l'italienne. Spaghetti, buttoni, pizza, Monica Bellucci. Ouais, j'aime les stéréotypes. Le 8 à l'italienne nous donne le gros avantage de pouvoir convertir en un claquement de mousqueton une descente en montée et une montée en descente. Mais nous verrons ça dans un autre tuto. Non mais ça vaut le coup d'y dédier un tuto complet parce qu'on peut faire plein de trucs avec ce bazar là. Et ça c'est cool. Seconde configuration, nœud de cœur et nœud autobloquant. Donc pour le ficellou, il te faut un autobloquant. Pour l'autobloquant, il te faut un ficellou. Ouais, c'est ça. Et pour le nœud de cœur, il te faut 2 mousquetons qui ont la même forme. Si tu n'en as pas, tu peux les récupérer sur des dégaines. Hop.
et hop. Alors ça marchera vachement mieux si les deux mousquetons sont des mousquetons simples, c'est-à-dire qui n'ont pas de virole ou de grosses bagues comme on a sur les autolocs. Tout bêtement parce que dans la configuration du nœud de cœur, les deux bagues vont venir l'une contre l'autre et donc ça va naturellement augmenter l'espace entre les deux mousquetons, ce qui a pour conséquence de réduire le pincement de la corde par les mousquetons. Et donc avec une corde fine, même en double, il est fort possible que le nœud bloque mal, voire pas du tout. Donc ici, le nœud de cœur va nous servir de bloqueur ventral. Pour le confectionner, je vais connecter deux mousquetons identiques au point d'attache de mon harnais. Ensuite, je clippe la corde dans les deux mousquetons, puis je vais clipper le brin de corde aval dans le mousqueton supérieur, en faisant une boucle de sorte que la corde passe entre les deux mousquetons et qu'elle ressorte vers l'avant des mousquetons. Comme d'habitude, je vérifie que le nœud bloque bien en le mettant sous tension. Attention, hein, le nœud de cœur est loin d'être infaillible et je vais obligatoirement appliquer le principe de redondance en me longeant dans un second bloqueur plus fiable, comme ici, un autobloquant. Et aussi, en cours d'utilisation, je vais régulièrement contrôler que la corde reste bien positionnée, qu'elle ne vienne pas se chevaucher sur les doigts des mousquetons et que ces derniers restent bien positionnés. Pas de chevauchement, pas de vrille, pas de trucs un peu tordus. Sinon le nœud... Pendant la remontée sur corde, pour ravaler le mou avec un nœud de cœur, ça se passe de la même manière qu'avec un gris-gris, c'est-à-dire en tirant sur le brin de corde situé en aval du nœud de cœur avec un mouvement du bras vers le haut. Troisième configuration, remonter avec deux ficellous. Alors là, c'est un peu l'histoire du mec qui aurait jeté tous ses mousquetons et son réverso sur un gang de mouettes à poil laineux. Très commun en grande voie. Ah ouais. Bref, le mec il a juste deux ficellous. Pour pouvoir remonter sur corde avec seulement deux ficellous, tu t'en doutes, ça va se faire à coup de nœud autobloquant. Donc là, comme le corps de poing, on se fait un petit mâchard qui va bien avec un anneau de cordelette. Ensuite, comme le corps de poing, on va se faire un swab avec un ficellou monobrin. Et je connecte un mousqueton de sécurité au ficellou dans lequel je vais me longer et clipper ma pédale. Alors la galère quand on a un autobloquant en ventral, c'est que pendant la phase de poussée sur la pédale, cet autobloquant, il est autobloqué. C'est-à-dire que le bloqueur ventral, ici un mâchard, ne va pas coulisser seul au fur et à mesure que je monte. Et ça ne va pas marcher comme avec le nœud de cœur ou le réverso où j'aurais juste à tirer pour avaler du mou. Non. La solution, c'est de bien caler la corde dans ses pieds dès le début pour pouvoir par la suite bien la bloquer. Alors attention, il faut bien caler les deux brins de corde dans les pieds, sinon quand je vais vouloir faire remonter le nœud autobloquant, il peut y avoir un décalage des deux brins dans le nœud et du coup le nœud ne va pas bloquer. Quatrième configuration, remonter sur corde avec deux nœuds autobloquants, mais cette fois avec un ficellou et un anneau de sangle. Alors si je n'ai qu'un seul ficellou parce que j'estime qu'un ficellou de secours c'est trop lourd à porter, j'ai peut-être sur moi une sangle qui peut me servir à faire mon deuxième autobloquant. Dans notre cas, on va utiliser une sangle en dynéma. Petite note, il faut être bien vigilant sur l'utilisation d'un autobloquant fait avec une sangle en dynéma, principalement parce que cette matière a tendance à être plus glissante. Ça demande donc en fonction de la configuration, corde à simple ou en double, d'ajuster le nœud avec plus de tours ou plus de tresses, de contrôler régulièrement la bonne tenue du nœud et pourquoi pas de réserver ce nœud à une position comme bloqueur de poing afin de garder le meilleur blocage avec le ficellou comme bloqueur ventral. Mais attention, on dit bien qu'il faut être vigilant, mais on dit pas que c'est interdit. En effet, une fois qu'on connaît les contraintes d'un outil et qu'on maîtrise ce dernier, on peut se permettre de le détourner ou de transformer un inconvénient en avantage dans une situation donnée. Comme par exemple ici, où Étienne utilise un autobloquant en dynéma et en position ventrale, justement parce que cette matière est plus glissante et que c'est cet aspect qui intéresse afin de pouvoir remonter plus facilement le nœud placé en ventral. Mais on parle, mais t'as vu là? Oui, là, tous les petits calages qu'Étienne fait là avec les nœuds en les remontant au plus haut dès qu'il peut et dès qu'ils ont été mis sous tension. Eh bien, prendre le temps de bien se caler dès le départ, ça lui permet de gagner du temps, de l'efficacité et du confort dès le début, plutôt que de tâtonner, se reprendre, régler, etc., etc. Et hop, la suite, c'est tout pareil que la manip précédente, petit calage de corde dans les pieds et c'est parti. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre sur le mode débrouille de la remontée sur corde. Bien évidemment, il existe autant de configurations qu'il y a de systèmes autobloquants. Et si tu es trop chaud et que tu veux tous les essayer, réfère-toi au tableau de synthèse des autobloquants. On remet le lien en description. En conclusion, les techniques vues dans ce tuto restent des manips de fortune que l'on va utiliser en mode débrouille. Et donc dans un contexte affectif plutôt fort. Adrénaline, stress, fatigue, urgence, etc. On va donc s'obliger à prendre le temps, ne pas confondre vitesse et précipitation, prendre le temps de se sécuriser
sécuriser 2 fois. Et enfin, afin de pouvoir appliquer ce type de méthode dans de telles conditions, il faut bien entendu les maîtriser. Merci d'avoir regardé cette vidéo point de chute. Merci de continuer à suivre le projet et à le soutenir en t'abonnant à la chaîne YouTube et à la page Facebook. N'oublie pas de suivre les mises à jour des tutos sur le site pointechute.com. Bonne remontée sur corde et rendez-vous dans un prochain tutoriel.